Août 2025. De retour en Russie. Ma 8e visite depuis 2012. Cette fois-ci, pour célébrer mes 30 ans, j'ai décidé d'une destination un petit peu spéciale. Le Caucase russe, une région de montagne. Et comme un clin d'œil pendant le vol vers Constantinople, j'aperçois la face sud du Matterhorn, ou le mont Cervin, qui culmine à 4478 mètres. Et puis c'est l'arrivée dans la capitale ottomane, l'ancienne Byzance. C'est la première fois que je m'y rends. Ce qui frappe, au-delà de l'incroyable densité urbaine, ce sont les innombrables drapeaux et les minarets qui dessinent le paysage. La première visite sera pour la mosquée neuve, ou la mosquée Séni, édifice ottoman du XVIIe siècle, construite à proximité immédiate du Grand Bazar, dans le cœur historique de la ville. De retour sur le détroit du Bosphore, se dessinent les coupoles du palais de Topkapi, ainsi que la majestueuse Sainte-Sophie. Au loin, sur la rive asiatique de la ville, apparaît la grande mosquée de Samlisa, inaugurée il y a 6 ans par le président turc et dont la hauteur des minarets, 107,1 mètres, rappelle l'année 1071, où lorsque pour la première fois, les troupes ottomanes ont vaincu des troupes byzantines. Le lendemain matin, samedi 9 août, sur le pont de Galata, avec ses pêcheurs de rambarde, c'est parti pour une journée de visite en ville. Passage convenu dans une galerie du Grand Bazar, qui s'active lentement sous le portrait attentif de Atatürk. Marchant dans la vieille ville, et prenant la direction de la basilique Sainte-Sophie, ce chef-d'œuvre d'architecture byzantine, ordonné par l'empereur Justinien au VIe siècle. Depuis le 10 juillet 2020, elle est redevenue une mosquée, malgré l'indignation de l'UNESCO, de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et des États-Unis. Malgré un état de conservation assez dégradé, la basilique conserve de belles mosaïques, comme celle de la Vierge à l'Enfant, entourée de l'empereur Jean II et de l'impératrice Irène, ou bien celle du Christ entre l'empereur Constantin IX, apportant l'offre coutumière de l'empereur à l'église, l'apocombia, ainsi que l'impératrice Zoé. En revanche, la mosaïque du Théotokos, la Vierge à l'Enfant, elle est cachée par un voile blanc depuis 2020. Et depuis cette date, les visites ne sont possibles qu'à l'étage, pour laisser le rez-de-chaussée aux croyants. Quant aux médaillons, des panneaux calligraphiés, ils représentent les noms de Allah, Abou Bakr, Mahomet, Omar et d'autres personnes importantes dans la religion musulmane.
Poursuivant les déambulations, je prends la direction de l'église Saint-Sauveur de Chora, connue pour ses mosaïques et édifice également transformé en mosquée depuis 2020. Le monument actuel date du XIe siècle et les fresques du début du XIVe. Le lendemain matin, dimanche 10 août, retour à l'aéroport et embarquement dans un Sukhoi 110 de la compagnie russe Azimut. Destination Mineralnie Vody ou eau minérale. Cela représente 1h50 de vol. Une fois sur place, je n'échappe pas à l'interrogatoire de la police aux frontières, qui vérifie maintes fois le visa électronique, qui est devenu maintenant une pratique totalement courante. Et puis, c'est le transfert vers Piatigorsk, via la P-217. Бланка. Стихи Сапковского «Катюша». Поет заслуженная артистка республики Тамара Синявская. La ville de Piatigorsk, ou littéralement la ville des 5 montagnes, est une station thermale du sud de la Russie, comptant environ 145 000 habitants. Elle est construite à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est également ici que se déroula le duel fatal au grand poète russe Lermontov, à l'âge de 26 ans. Curiosité touristique de la ville, le Proval, une doline de 20 mètres de profondeur, à l'orée de la colline Machouk, avec au bout un petit lac ainsi que l'icône de la Vierge. Les premiers bains ouvrent à partir de 1803, et c'est en 1875, avec l'avènement de la ligne de chemin de fer, que l'économie touristique de la ville via les thermes croît davantage, les conférant ainsi une très solide réputation comme destination de vacances, réputation amplifiée par les vacances planifiées de la période soviétique. En contrebas de l'église Saint-Lazare se trouve le mémorial de la flamme éternelle, le mémorial des soviétiques tombés pendant la Grande Guerre patriotique. Il est typique de ceux construits sous l'ère Brejnev, les années 60 et 70, où les caractéristiques culturelles locales sont mises en avant, comme par exemple le manteau caucasien Tcherkeska.
Comme la plupart des stations balnéaires russes, la ville de Piatigorsk, assez vallonnée, dispose de nombreux parcs floraux, ainsi que des bâtiments d'architecture assez hétéroclites, mélangeant plusieurs styles tels que le western, le néoclassicisme ou encore l'art déco. Pour l'après-midi qui se profile, j'ai décidé de réserver une excursion pour aller visiter les monastères en dehors de la ville. Tout d'abord direction la colline Beshtau. Du 9e au 15e siècle, des moines y vivaient reculés, mais furent ensuite chassés par des tribus turcophones après la chute de Constantinople. C'est au début du 20e siècle, en 1904, que plusieurs moines revenus du mont Athos en Grèce décidèrent de se réimplanter et de reconstruire des bâtiments religieux. Ce site fut de nouveau abandonné pendant toute la période soviétique et progressivement déconstruit pour réutiliser les matériaux. Il faut attendre les années 90 pour que les moines soient autorisés à revenir et à reconstruire. La cathédrale actuelle de la Sainte Vierge Marie, construite dans un style typiquement byzantin, rappelle les origines religieuses de ce site. Le second monastère est en réalité le couvent de Saint-Georges, dont la construction a été lancée en 1998. Une seconde cathédrale est aujourd'hui toujours en chantier. Le monastère dispose d'une vue magnifique sur les premiers monts du Caucase. Le lendemain matin, mercredi 13 août, un nouveau venu dans ce décor du Caucase, le mont Elbrouz, sommet de la Fédération de Russie. Cet immense cône glacé, situé à environ 90 km de la ville. Afin de mieux pouvoir observer le mont Elbrouz, je me dirige vers la colline Machouk pour prendre la hauteur. Sur place, malheureusement, le téléphérique est fermé pour travaux. J'avais déjà connu pareille situation à Yalta en Crimée en septembre 2021. Il a donc fallu marcher un petit peu plus de 5 km pour un dénivelé de 400 mètres environ et atteindre le sommet de la colline. Une fois redescendu de la colline, retour à l'hôtel pour préparer le matériel. Tout est mis sur le lit ou presque. Chaussures, chaussettes, duvet, eau de l'eau, gants, piolets, casque, baudrier, gamelles. Avant de pouvoir aller lire sur les escaliers Lénine au soleil couchant et de bénéficier d'un ultime repas géorgien. Car le lendemain, le 14 août, c'est le grand départ. Dans le hall de l'hôtel Intourist, les participants, avec leurs bagages, se présentent. Une fois tout ce monde regroupé et présenté, nous chargeons et partons pour environ 3 heures de route, direction la ville de Badaïevo, dans la vallée de la rivière Baksan. Sur d'anciennes cartes, ou des cartes caucasiennes, la rivière porte également le nom de Azaou. Une fois arrivés, nous allons tous faire une petite promenade en fin de journée, afin que le groupe puisse faire davantage connaissance. Et les Russes étant ce qu'ils sont, les poses photos sont obligatoires et indispensables. Le vendredi 15 août au matin, jour de l'Assomption, c'est l'occasion de la première sortie rando d'acclimatation. Sous un ciel bleu magnifique, nous apercevons les montagnes de Dongouz-Orun et de Nakra-Tao. Ils marquent la frontière avec la Géorgie. La randonnée est plutôt tranquille. Il s'agit de grimper sur un chemin dégagé vers le sommet dit Tchegedva, ou Tcheged 2 en français, à plus de 3000 mètres d'altitude. Une modeste colline au milieu de ces sommets du Caucase.
16 août, deuxième jour en montagne. Pour cette seconde journée d'acclimatation, direction l'observatoire, situé à la base de la zone glaciaire. Le rythme de marche est groupé, lent, et les pauses plutôt régulières. Un quart d'heure toutes les 90 minutes. L'ascension se déroule par le versant nord, avec quelques spécificités géologiques. Sur l'autre versant, nous pouvons apercevoir où nous étions allés marcher la veille, le sommet de Tchekket 2. Pendant la montée, l'Elbrouz s'est malheureusement retrouvé ennuagé. Nous dépassons donc l'observatoire, situé à 3090 mètres, afin de symboliquement atteindre 3200 pour y faire une pause photo et ainsi prendre le déjeuner. Malheureusement, ce jour-là il y eut un couac et la nourriture a été oubliée en bas à la pension. Le déjeuner fut donc très bref, très frugal. Un abricot sec et une tranche de saucisson par personne. Heureusement, j'avais quelques barres dans le sac à dos si besoin. Néanmoins, il y a cette sensation que l'Elbrouz se rapproche petit à petit. Nous sommes de plus en plus près et cela attise notre enthousiasme. En redescendant, sous un ciel grisonnant, nous faisons un détour par la cascade Terskol de la rivière du même nom. Ici, son surnom c'est la cascade aux longs cheveux, du fait de sa forme en queue de cheval et de ses nombreux ruisseaux. L'eau est directement émise par les langues glaciaires du mont Elbrouz et se contente de rejoindre la rivière Baksan en contrebas. Une fois l'acclimatation en moyenne montagne effectuée, direction la haute altitude dès le lendemain. Direction la station de ski de Terskol pour monter en refuge. Les affaires ont été préparées et il faut tout charger à la va-vite dans les télécabines pour environ 1 heure de montée avec 3 changements, le tout sous un soleil de plomb. La montagne est exclusivement rocheuse et totalement dépourvue de alpage car d'origine volcanique. Et puis nous arrivons au sommet, le terminus, à Garabashi, à 3847 mètres d'altitude. Là, une dameuse charge nos sacs et tous nos vivres pour les emmener au refuge une centaine de mètres plus haut. Pour nous, cela sera à pied dans cette neige presque fondue que nous y accéderons. Le refuge est en réalité un espace plus ou moins dégagé où des conteneurs aménagés accueillent les alpinistes. Il dispose d'une vue extraordinaire sur la langue glaciaire de Azao, d'où s'émisse la rivière qui coule ensuite dans la vallée. La journée étant déjà assez avancée, sans prendre le temps de s'installer, immédiatement nous allons faire une promenade groupée afin de s'habituer à marcher en ligne et en rythme. Objectif, atteindre 4000 mètres, soit une centaine de mètres en dénivelé positif. Aux environs de 18h, la lumière s'amenuise et révèle temporairement ses couleurs typiquement dorées. Nous rentrons donc tous au refuge pour le dîner, dans le conteneur qui nous sert de réfectoire. Après une courte première nuit, je me dépêche de ressortir vers 4h30, 4h40 du matin pour y voir le lever du soleil sur le mont Elbrouz. Puis, rapidement, en tenue, tout le monde part pour la grosse acclimatation
qui doit nous mener jusqu'à 4600 voire 4700 mètres d'altitude. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко его. От чистого истока, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко его. От чистого истока, прекрасное далеко, я начинаю. Tous en ligne, mais non encordés, crampons et guêtres obligatoires, nous marchons sur cette pente droite et interminable à environ 40%. Le rythme est lent, calme, à peine un peu plus de 1 km par heure et des pauses régulières de 15 minutes. Спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь. Le vent m'a obligé à mettre quelques couches de protection supplémentaires, comme un bonnet, un cache-cou et des sous-gants, mais rien d'extrême. Nous continuons de marcher et atteignons symboliquement l'altitude de 4810 mètres. Là, tout le monde s'arrête, chacun s'observe. Et les guides nous annoncent avec décontraction que nous sommes au sommet du Mont Blanc. Nous pouvons donc tous redescendre au refuge, sans oublier bien sûr de faire quelques photos de groupe en route. Lors de la redescente, nous pouvons apercevoir sur notre gauche le mythique mont Oujba, avec sa cime sud à 4710 mètres et sa cime nord à 4690. De par sa verticalité, il est surnommé le Cervin du Caucase. De retour au refuge, suite à une descente rapide, très rapide, j'ai mal à la tête et aux yeux, je vais temporairement me reposer dans nos conteneurs, qui sont surnommés ici les wagons. En effet, la disposition est on ne peut plus similaire avec un coupé, la seconde classe des trains russes, soit un compartiment prévu pour 4 personnes. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь с собой душу бы развеять от тоски. En contrebas du refuge se trouve le sommet de la télécabine Garabashi, qui culmine à 3847 mètres. C'est la plus haute de Russie, mais la seconde plus haute au monde après celle du Glacier Paradise à Zermatt, qui elle est à 3889 mètres. Et puis, le soleil se couche en cette journée du 18 août.
старинною, 107-струнною, что поначалу... Mardi 19 août, journée dite école de glace. Tous en crampons, mais surtout tous en cordée, nous allons collectivement marcher dans les crevasses. La constance du rythme et la synchronisation sont maîtres mots. Parfois, nous marchons littéralement au bord de trous dont nous ne pouvons voir le fond, et c'est tout simplement magnifique. Вдаль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, а теперь проехали давно. Дорогой длинною, дамочкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, 107-струнною, что поначалу так мучила меня. Дорогой длинною, дамочкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня. Au cours de la journée, et jusqu'au soleil couchant, le vent se lève. Les nuages sont certes chassés, mais la température dégringole. Alors que originellement, l'ascension finale est prévue pour le lendemain, le 20 août. Le lendemain matin, certes, il fait beau, mais le vent est beaucoup trop fort au sommet. Une alpiniste est d'ailleurs recherchée. Les guides nous annoncent donc qu'il faut attendre que la fenêtre météo s'améliore et qu'il faut rester dans les compartiments. Or, dans l'après-midi, plusieurs épisodes neigeux, aussi soudains que brèves, apparaissent. Et la météo ne s'améliore toujours pas, même sur la journée de réserve du jeudi 21 août, alors qu'il faut redescendre dans la vallée le vendredi. La décision est donc prise par les guides. Départ le jeudi 21 août à 21h pour une ascension nocturne. Nous sommes ainsi 9 à partir, tout comme plusieurs autres groupes. Des lignes de lumière resplendissent dans le noir de la nuit, et vers 4h du matin, le soleil arrive. L'un des plus beaux et des plus salvateurs de ma vie. L'ascension est tout d'abord cette interminable pente de 35 jusqu'à 40% qui nous amène à l'altitude de 5000 mètres. Là, les guides nous demandent si nous voulons continuer. Sur notre groupe de 9, 5 personnes doivent abandonner. Pour nous, les 4 restants, il faut contourner le versant est de l'Elbrouz pour arriver dans le vallon, le cratère du volcan, et monter le sommet ouest. Pour ce dernier, environ 300 mètres, il nous a fallu pas moins de 2h30. Вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать. И мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский, я иду до конца. Pour cette ultime pente, nous devons nous attacher à la ligne de vie à l'aide de 2 dégaines pour éviter les chutes. Ce qui, avec la fatigue, l'altitude et les gros gants, n'est pas si évident que cela. Et puis, le sommet du mont Elbrouz, c'est en réalité un long plateau, plus ou moins nivelé, avec une petite butte qui permet d'atteindre l'altitude de 5642 mètres. Tel un bouclier de Brennus, une pièce métallique triangulaire sertie de logos et de symboles d'alpinisme
est à brandir pour marquer symboliquement la fin de l'ascension. Quelques photos de groupe et il faut d'ores et déjà redescendre. И все потому что Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. я русский, и мне Это много эмоций. Это как без слов по Северо Кавказе. Вот. Еще я первая семья, которую дают альпинизм. Я еще думаю, что есть... Ну да, поговорили, но это уже кустанцы. Сегодня на крещенной группе Эльбрус 5642 метров. Это один geste правильно. Une fois revenu au refuge, totalement épuisé, tout le monde s'active néanmoins. En effet, il faut plier bagages pour redescendre dans la vallée. Nous chargeons donc la dameuse, faisons un dernier au revoir au mont Elbrus, prenons les télécabines jusqu'à Terskol, et là, 2 voitures nous attendent afin de nous ramener sur Pyatigorsk. Redescente dans la vallée de Baksan via Tirnihaus, avec la rivière qui dessine ses falaises et ses gorges sinueuses. Toujours en redescendant dans la vallée, se dresse fièrement le mémorial de Skorbiachiy Galiets, l'adieu des Caucasiens, une immense stèle en hommage aux soldats tombés dans cette plaine face aux fascistes allemands entre 1942 et 1943. Puis, les collines de Pyatigorsk se dessinent, et une fois revenus, une cérémonie de diplomation est rapidement organisée, avec médailles, pins, numéros de grimpeurs, livrets d'alpinisme et champagne, naturellement de la Brau d'Urso. Le lendemain, le rythme est très ralenti. Une douche, la première depuis une semaine, et préparation des bagages ou achat de souvenirs. Un dernier dîner est partagé avec des compagnons de cordée, et avion direct dès le lendemain, direction Constantinople, dimanche 24 août. Là, changement de température, changement total de décor, et bien naturellement, changement d'ambiance. Le lendemain matin, dernier jour de voyage, nous sommes le lundi 25 août. Départ pour une ultime visite, celui d'un monument atypique, la basilique citerne. Construite à partir de 532 après Jésus-Christ, sous l'ordre de l'empereur Justinien, son but était de contenir l'eau en surabondance des autres saisons afin de pouvoir servir de stock pour l'été. Elle compte également 12 rangées de 28 colonnes en marbre, chacune haute de 8 mètres, soit un total de 336 colonnes. Les murs sont en briques, épais de 4 mètres et recouverts d'un enduit hydrofuge. La capacité totale de la basilique était de 78 000 m3 d'eau. Et puis, c'était la fin de ce voyage dans le Caucase. Retour à l'aéroport, retour en France, retour à Lyon.